Mercredi 16 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le nouvel ambassadeur de l'Italie, Alberto Vecchi, et le nouvel ambassadeur du Rwanda, Emmanuel Atekega, ont présenté leur lettre de créance aujourd'hui au président de la République de Madagascar. Après leur rencontre avec le président Andry Rajoelina, les deux diplomates ont renforcé leur souhait de promouvoir la coopération et la relation avec Madagascar. Judikel Ringinerin et Andra Zajaibe nous en disent plus. La relation diplomatique entre Madagascar et les pays étrangers ne cesse de se renforcer, une relation qui apporte des coopérations étroites. Les deux nouveaux ambassadeurs à Madagascar, celui de l'Italie Alberto Vecchi et l'ambassadeur du Rwanda Emmanuel Atekega, ont tous deux affirmé leur volonté de renforcer cette relation diplomatique. L'Italie est un partenaire majeur pour Madagascar. Ce dernier a souligné tous les secteurs de coopération entre les deux pays qui sont fructueuses. Le Rwanda est un modèle de développement pour Madagascar sur le continent africain. Ce sont des pays qui ont des relations fraternelles et une coopération solide, notamment à travers les présidents Andry Rajoelina et le président rwandais Paul Kagame. Il est ainsi évident que le Rwanda souhaite une coopération avec Madagascar pour les intérêts des deux pays. Les secteurs de développement concordent avec les projets de développement de Madagascar, affirme l'ambassadeur rwandais. Le Rwanda et Madagascar collaborent étroitement. Ce sont deux pays qui ont une relation bien établie et qui cherchent encore à raffermir cette relation de coopération. Nous avons discuté de divers secteurs avec le président. Nous avons parlé du capital humain, du développement du tourisme, de l'agriculture et de la bonne gouvernance, ajoute Emmanuel Atekega, ambassadeur du Rwanda à Madagascar. L'Italie et le Rwanda renforcent leurs relations de partenariat avec Madagascar. Plusieurs secteurs sont à développer selon ces nouveaux ambassadeurs. Le président Andry Rajoelina a souligné que les coopérations seront axées sur les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la promotion du tourisme et les infrastructures. Et ce qui fait l'actualité actuellement, c'est le manque d'eau dans la capitale. 3757 mètres cubes d'eau ont été distribués dans la capitale Antananarivo la semaine dernière, selon le rapport rendu aujourd'hui par la ministre de la Communication et de la Culture. La distribution de l'eau continue avec les camions-citernes dépêchés par le gouvernement, soutenus par des partenaires et des bienfaiteurs qui se donnent la main. La ministre a souligné clairement que l'eau distribuée à la population est potable et vient de Manchester. Reportage signé Sylvain Anienne Martina Enzaranjens. Cela fait une semaine aujourd'hui que le centre de commandement opérationnel a été mis en place en raison du manque d'eau à Antananarivo. Tous les camions-citernes ont été rassemblés afin d'alimenter les 150 réservoirs d'eau de la capitale selon les instructions et l'organisation venant du COR. Les transports se sont bien déroulés selon le rapport de la porte-parole du gouvernement, Maradona. L'eau distribuée est bel et bien potable car elle vient de Manchester. L'eau y est testée toutes les heures et des panneaux spéciaux sont apposés sur les camions-citernes d'eau. L'approvisionnement par camion-citerne est une solution urgente car nous traversons une période de sécheresse, explique la ministre. Comme il l'a souligné hier à Manchester, le président Andry Rajoelina a étudié la manière de draguer le lac de Manchester. Il a également déterminé le lieu où sera construite la station de traitement de 60 000 m3 d'eau à Murnakun. Un projet qui fait partie du projet Tana Water Free, d'après toujours le rapport rendu aujourd'hui par la ministre de la Communication et de la Culture et porte-parole du gouvernement, Maradona. Toujours dans la page politique, une loi des finances qui concorde avec la politique générale de l'État et qui apporte des projets et des infrastructures de proximité, c'est ce que la population attend du pouvoir exécutif, selon les députés durant l'ouverture de la session ordinaire hier. Parmi les priorités également, selon eux, figure la mise en place d'une loi portant sur l'environnement. Reportage signé Sylvain Anienne Martina et Sechengenab. La première étape de l'élaboration de la LFI ou loi de finances initiale incombe au ministère de l'économie et des finances. Par la suite, le projet de loi est examiné par le gouvernement avant d'être soumis à l'Assemblée nationale. Ainsi, les députés espèrent à travers la LFI la préservation des intérêts de la population et la réalisation des projets conformes au programme général du gouvernement. Parmi les lois attendues lors de cette deuxième session ordinaire figure la loi sur le climat. Selon les études, cette loi déterminera les principales responsabilités dans la lutte contre le changement climatique. Nous sommes naturellement vulnérables en tant qu'île. En outre, de nombreuses destructions sont opérées par l'homme qui conduisent à la dégradation de l'environnement. En général, 10 à 30 lois sont adoptées par les parlementaires au cours d'une session ordinaire, selon les explications.
Dans un tout autre sujet, 300 femmes paysannes ont bénéficié de formations sur la lutte contre la violence et la promotion du capital humain dispensée par l'association FITI menée par la première dame Miel Radzuil hier dans la commune rurale de Mangamni, la district d'Inzozourbe. Il s'agit de formations visant à faire connaître à ces femmes paysannes leurs droits, la loi et les procédures à suivre en cas de violence. Cette formation entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes paysannes. En à Martina Brasdenilson. Mangamil est parmi les communes dans le district d'Inzozourbe, région en Alamangue, qui enregistre le plus grand nombre de plaintes concernant la violence faite aux femmes. Du fait de l'ignorance de leurs droits et des lois, mais aussi des démarches à suivre face aux cas de violence, certaines femmes vivent dans la soumission totale, comme cette mère de famille qui témoigne de son vécu. Actuellement, leur situation va s'améliorer car elles connaissent leurs droits grâce à cette formation dispensée par l'association FITI menée par la première dame, Miel Radzuil, dans la commune de Mangamil. Outre cette mère de famille, 300 autres femmes paysannes ont bénéficié de formation. Il a été question de faire connaître à ces femmes les différentes sortes de violences, leurs droits, mais surtout de les encourager à oser dénoncer et porter plainte. Les femmes malgaches ne sont pas seules car elles ont une marraine qui n'est autre que la première dame, Miel Radzuil. Pour preuve, l'appui de l'association FITI à l'ONG LAJ durant la célébration de la Journée internationale des femmes paysannes hier. Le thème de cette célébration pour ces femmes de la commune de Mangamil est des femmes paysannes qui évoluent et qui avancent. Dans cette lutte contre la violence faite aux femmes, l'association FITI travaille avec le ministère de la Justice, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, le ministère de la Population et de la Solidarité. Un centre dédié a déjà été ouvert par la première dame Miel Radzuil Namamassen. Il a été rappelé durant la formation que ce centre s'ouvre à tout le monde sans exception. C'est une grande première pour les femmes habitant dans la commune de Mangamil-Inzozourbe de bénéficier de tels événements. Les femmes paysannes participent activement dans le développement de l'agriculture, donc il est primordial de les encourager. De plus, prendre connaissance qu'elles ne sont pas seules les motive. Revenons un peu dans la page politique concernant les élections municipales. De nombreux citoyens disposent déjà de cartes d'électeurs qui ne sont pas encore récupérées au niveau des bureaux de Fukuntan et les personnes concernées sont appelées à les récupérer. Les bureaux de Fukuntan qui est chargé de les distribuer est également incité à le faire, a précisé la CENI. Le porte-parole de la CENI a également souligné que si la décision de la justice ordonnant l'inscription des électeurs à la commission électorale de la circonscription au CED pour les élections municipales dépasse le délai du 30 novembre 2024, les citoyens qui en ont fait la demande ne pourront pas voter. Et Madagascar accueille la conférence régionale de l'océan Indien sur la sécurité et la paix à travers le renforcement de la prise de responsabilité des jeunes dans ce sens. La conférence a débuté aujourd'hui et durera 3 jours. Les jeunes malgaches y participent aux côtés des autres jeunes des îles voisines. Ces jeunes ne seront pas seulement des observateurs mais participeront activement selon le secrétaire général de la commission de l'océan Indien au COI durant l'ouverture de la conférence aujourd'hui à Anous. Les détails avec Judikel Rangenire. Ce sont des idées venant des jeunes qui émergeront de cette conférence régionale qui a débuté aujourd'hui. C'est ici qu'ils vont échanger des expériences. Madagascar, le pays hôte de la conférence, les Comoriens, les Réunionnais, les Mauriciens et les Seychellois y sont présents. Il ne s'agit pas seulement de discuter selon le secrétaire général de la COI, Edgar Azafjava, mais de voir la situation actuelle et d'en tirer des leçons sur l'histoire et concernant l'importance de la sécurité et de la paix qui est à la base du développement. Madagascar est un exemple car il a déjà passé diverses périodes de crise. Pour que cela ne se reproduise plus, il est important de se concerter selon toujours le SG de la COI. Écouter la voix de tout le monde, surtout celle des jeunes. Pourtant, les jeunes sont souvent mis de côté selon les constatations. De plus, ils n'ont pas les moyens et la capacité de faire connaître leurs idées. La COI mettra ainsi en place un espace afin qu'ils puissent apporter leur contribution. Ces jeunes sont prêts à ne pas seulement être des spectateurs, ils prennent les responsabilités et souhaitent les apporter au niveau un peu plus haut, comme à travers cette conférence initiée par la COI. Les défis actuels, qui sont les mêmes dans plusieurs pays de l'océan Indien, y seront discutés, comme la politique, le social, l'économie et l'environnement. Échanger des idées, des expériences pour renforcer leur contribution dans le renforcement de la sécurité et de la paix, tels sont les rôles de ces jeunes. Les résolutions seront apportées au sein de l'Assemblée générale des groupements de parlementaires
au sein de la COI au mois de novembre prochain. Page fait divers de ce soir, les personnes citées dans le litige foncier Internet B ILAF ont démenti ce jour les accusations portées à leur encontre. Elles affirment qu'elles sont les propriétaires du terrain et sont même victimes de menaces. Cette famille appelle également l'État à effectuer une descente sur les lieux et mener une enquête sur cette affaire qui a déjà duré des années. Reportage de Sylvain Aniel Martina sur les images de Sechanginap. Ce terrain qui fait l'objet de litiges serait un terrain de 23,70 hectares aménagé depuis 1980 pour des diverses constructions, selon cette famille. De ce fait, c'est un héritage et n'a nullement été acheté, poursuit-elle. La famille prétend également détenir des titres fonciers. Cela contredit la déclaration d'une autre famille en litige dans cette affaire foncière. Selon les informations complémentaires, des actes de violence ont été commis par l'autre partie dans ce conflit foncier. Il y avait aussi de nombreuses autres menaces. La famille et les voisins appellent les autorités compétentes à se rendre à Internet B ILAF pour mener une enquête approfondie et comparer les documents des deux familles en conflit dans cette affaire foncière. Jusqu'à présent, il existe toujours des tensions sociales dans cette localité et des affrontements entre les deux familles peuvent subvenir à tout moment. Et à l'international, les États-Unis ont menacé Israël hier de suspendre une partie de leur assistance militaire s'il n'y a pas d'amélioration significative de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée, lui donnant un délai de 30 jours. France 24. Les services d'urgence de Jabalia, submergés par l'afflux constant de victimes. Dans le nord de Gaza, aucune zone n'est à l'abri des frappes israéliennes. Pas même cette école où se réfugient les plus vulnérables, comme cette femme enceinte de plusieurs mois. Une situation catastrophique face à laquelle les États-Unis ne peuvent rester silencieux plus longtemps. Nous vous écrivons maintenant pour souligner notre profonde préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire à Gaza et pour solliciter des actions urgentes et durables de la part de votre gouvernement pour inverser cette trajectoire. Cette lettre signée par le secrétaire d'État américain et le ministre de la Défense lance un ultimatum à Israël. Augmenter radicalement l'accès humanitaire à Gaza d'ici 30 jours ou risquer de voir une partie de l'assistance militaire de Washington être interrompue. Une menace qui fait suite aux alertes récurrentes des Nations Unies et des organisations humanitaires qui peinent un peu plus chaque jour à venir en aide aux civils du nord de Gaza. Le secrétaire général condamne le grand nombre de victimes civiles et l'intensification de la campagne israélienne dans le nord de Gaza. L'aide humanitaire à Gaza est terriblement insuffisante et se situe à son niveau le plus bas depuis des mois. Alors que la zone est la cible de la dernière offensive de l'armée israélienne depuis plus d'une semaine, l'État hébreu affirme qu'il cherche uniquement à éliminer les combattants du Hamas qui s'y seraient regroupés. Mais près de 400 000 personnes y vivent encore, malgré la diminution drastique des réserves de nourriture et de toute assistance médicale. Et l'État américain de Géorgie, l'un de ceux où se pourrait se décider le résultat de la présidentielle américaine en novembre, a connu hier une forte affluence pour le premier jour de vote anticipé selon les autorités. France 24. Ce sont les premiers à aller voter. 3 semaines avant l'élection présidentielle américaine, les habitants de Géorgie ouvrent le bal dans cet état crucial pour l'issue du scrutin. Plus de 250 000 personnes ont déjà déposé leur bulletin au premier jour du vote anticipé, quasiment 2 fois plus qu'il y a 4 ans, au même moment de la campagne. C'est une élection importante. Nous sommes un État pivot dans cette élection, donc je suis honoré de voter. Un État pivot, l'un des 7 capables de faire basculer l'élection. Un tiers de la population de la Géorgie est afro-américaine, l'une des plus fortes proportions du pays. Un électorat qui avait joué un rôle déterminant dans la victoire de Biden dans l'État en 2020, mais à seulement 12 000 voix près. L'avortement, thème au cœur de la campagne américaine, a également un retentissement en Géorgie, où les médecins qui le pratiquent risquent jusqu'à 10 ans de prison. Dans ce contexte, les 2 candidats sont au coude à coude dans cet État qui donnera 16 grands électeurs à celui qui l'emporte. En campagne à Atlanta ce mardi, l'ex-président républicain appelle les habitants aux urnes. Dès que vous le pouvez, allez voter. Et ensuite, pendant la vingtaine de jours restants, incitez tous ceux que vous connaissez à aller voter. Nous ne voulons pas prendre de risques, on ne peut pas perdre ce pays. Donald Trump.
Toujours à l'international, un homme a été retrouvé vivant après avoir passé plus de 2 mois à dériver sur un canot gonflable dans les eaux de la mer Okhotsk en Extrême-Orient russe avec 2 compagnons d'infortune qui, eux, sont morts, a indiqué hier le parquet régional dans un communiqué. Reportage de France 24 toujours. Au large de l'Extrême-Orient russe, image rare d'un sauvetage exceptionnel. Venez ici, venez ici. On est là, restez assis et ne bougez pas. À bord de ce canot gonflable, équipé d'un gilet de sauvetage et enveloppé dans des couvertures, un homme de 45 ans, Mikhail Pichougin, il a dérivé pendant 67 jours avant l'arrivée des secours. Amaigri de 50 kilos, sa survie est un véritable miracle. Son frère aîné et son neveu, retrouvés à ses côtés dans l'embarcation, n'ont pas eu cette chance. Un catamaran à la dérive a été retrouvé par un bateau de pêche qui passait dans les eaux de la mer d'Okhotsk. 2 personnes sont mortes, une a survécu. Il a bénéficié d'une assistance médicale. Le trio avait pris la mer le 9 août, parti pour admirer les baleines selon leurs proches, au large de l'île Sakhaline. Peu après leur départ, le contact avec l'équipage est rompu et le moteur de l'embarcation tombe en panne. Il faudra 2 mois pour retrouver le bateau, à plus de 1000 km de son point de départ, près de la péninsule du Kamtchatka. Comment le miraculé a-t-il pu survivre à ce périple? Une question à laquelle il devra répondre aux autorités russes, car son voyage était interdit. Il risque jusqu'à 7 ans de prison pour violation des lois sur la sécurité maritime. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. À demain.